Bonjour, voilà, nous allons poursuivre notre cours. On va achever avec certaines parties des maths qu'on n'a pas eu l'occasion de donner pour les D3 et je pense pour les M2, comme certaines sessions sont combinées avec d'autres groupes. Je suis désolé pour ceux qui l'auront déjà vu, probablement dans d'autres matières, mais là, je suis contraint de pouvoir achever ce cours des maths avec un chapitre que je n'avais pas développé. Alors, nous allons parler de l'hémostase. L'hémostase, c'est quand même important, même si on a vu certaines maladies qui sont liées à ce qu'on appelle des troubles de l'hémostase. Nous avons vu l'hémophilie. L'hémophilie, nous l'avons vu à la fois dans la génétique pour connaître la transmission, mais nous l'avons vu aussi en hémato pour tout ce qui était les aspects cliniques de cette maladie. Comme il y a parfois, enfin il y a souvent d'ailleurs une discordance entre le temps des uns et des autres, entre les points de vue des CP et et avec les horaires de l'appariteur, je me suis proposé d'enregistrer les cours. Donc, vous n'aurez pas nécessairement l'occasion de poser des questions, mais on va revenir. Je vais essayer de voir si je peux faire un espèce de cours de révision générale sur le cours des maths, sur le cours de la sémiologie, sur la croissance et développement de l'enfant, que j'ai dû donner déjà, mais malheureusement, il y a des sessions, des groupes qui n'avaient pas pu assister parce que les horaires, il y avait un chevauchement d'horaires, etc. Bon, c'est pas grave. Ce que nous allons faire, c'est poursuivre les cours. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous faciliter l'apprentissage des différentes matières que nous développons en laissant sur le site de l'IRB OneWealth les cours, les différents cours que j'ai donnés. Et donc, vous avez toute la latitude de revenir dessus et de voir les différents cours qui ont été développés. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'hémostase. C'est un cours qui a été préparé par un de mes collaborateurs, le docteur Nzengo Lukusa, basé aussi sur euh, les échanges qu'on a eus et les cours qu'on a eus qui ont été réalisés par Biomérieux. D'un côté, ça va vous permettre de comprendre que tout ce que nous voyons, c'est universel, c'est la même chose que vont apprendre les étudiants en France, en Belgique ou encore au pôle Nord ou au pôle Sud. Évidemment, je ne vais pas insister sur certains aspects qui sont importants lorsqu'on a les moyens, mais qui peuvent être un peu difficiles à concevoir, à comprendre dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de moyens d'exploration. Alors, l'hémostase. L'hémostase, le terme hémostase, c'est un nom féminin, hémostasis, du grec, qui signifie tout simplement l'arrêt de l'écoulement du sang. Vous savez que dans la nature, il y a une des choses qui crie vers le ciel, c'est le sang des innocents. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui lisent la Bible, puisque presque vous tous, vous êtes soit des pasteurs, soit des fidèles de quelques pasteurs, et alors tout le monde se promène avec la Bible au bras. Dans la Bible, il y a l'histoire de Caïn et Abel, où Dieu dit, le sang de Caïn a crié vers le ciel. Parce que le sang, c'est la vie, finalement. Un peu comme la publicité de la Régie des Eaux. La Régie des Eaux à Kinshasa, l'eau, c'est la vie. Mais la vie, c'est le sang. Donc, le sang, on verra ça, enfin, on l'a vu en hémato, on a vu un peu la physiologie du sang, à quoi est-ce que le sang servait et tout, etc. On a compris que c'est un élément essentiel pour la vie de chaque cellule. Donc, lorsqu'il y a
un vaisseau qui est coupé, façon ou d'une autre, le sang va sortir. Donc, les globules rouges, en particulier, hein, les globules blancs et les plaquettes, vont sortir de leur canalisation. Ça va sortir donc des conduits dans lesquels ils doivent normalement passer. Même si spontanément, globules rouges ont la capacité de passer entre les mailles qui sont constituées par les cellules endothéliales et qui peuvent sortir. C'est la même chose pour les globules blancs, qui peuvent sortir spontanément pour aller arrêter une agression quelque part. Lorsque vous vous piquez avec un morceau de bois sur un doigt, vous allez voir quelques jours après, ça devient blanc. Ça devient blanc parce qu'il y a du pus, tout simplement parce qu'il y a des défenseurs de l'organisme qui sont les globules blancs qui vont sortir du tube vasculaire, donc des vaisseaux, qui vont aller dans le tissu interstitiel pour arrêter l'ennemi. Mais malheureusement, ces globules blancs ne vivent pas très longtemps. Ils vont mourir au front et c'est ce qui va constituer le pus. C'est pour cela d'ailleurs qu'on les appelle globules blancs. Parce que lorsqu'on fait la coloration sur le May-Gros-Algemsa, ils ne sont pas du tout blancs. Mais lorsque vous avez un cumul de leucocytes, et en particulier de neutrophiles, ça donne une espèce de crème qui est le pus. Donc, il faut assurer l'arrêt de l'écoulement de sang lorsqu'il y a une interruption de la paroi vasculaire. Cet arrêt de l'écoulement du sang peut être spontané ou bien il peut être provoqué aussi par différents moyens médicaux ou encore chirurgicaux ou des mêmes moyens physiques. Ce n'est pas seulement des moyens sophistiqués pour arrêter le sang. Et vous le savez très bien, lorsque vous vous blessez, un des premiers gestes que vous faites, c'est de comprimer l'endroit où vous avez la blessure. Ça, c'est une hémostase qu'on provoque d'une façon mécanique. On comprime. Lorsqu'on fait, lorsqu'on fait, euh, euh, lorsqu'on pique chez un malade, on fait le prélèvement. Et ça, c'est important. C'est un petit détail que je voudrais profiter pour lancer. Lorsqu'on fait un prélèvement, en particulier pour des personnes qui sont susceptibles de présenter des troubles de l'hémostase, je veux dire euh, les personnes âgées, il faut savoir faire la compression et pas se contenter de mettre le petit sparadrap et de dire au patient, pliez votre main. Ce n'est pas suffisant. Plier le coude en mettant un sparadrap, on n'a pas une pression suffisante pour arrêter l'écoulement de sang. Il faut comprimer avec la main et là, j'insiste surtout sur les personnes âgées parce que, par exemple, chez les Européens, si vous le faites pas, il aura un hématome, une tache qui deviendra bleue. Et je peux vous dire qu'en Europe, quand ils ont ça, vous pouvez avoir un procès pour ça. Hein. Donc, c'est important de, pardon, non, je, donc c'est important de pouvoir arrêter l'écoulement de sang. L'hémostase, c'est l'ensemble des phénomènes physiologiques qui sont destinés à arrêter le saignement au niveau d'une brèche vasculaire. La brèche vasculaire peut être au niveau des gros vaisseaux ou encore au niveau des petits vaisseaux. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs types de réactions pour pouvoir arrêter l'écoulement de sang qui physiologiquement parlant, l'hémostase va advenir d'une façon schématique en trois phases. Sur la première diapo ici, vous voyez donc ça, c'est le tunnel dans lequel circule le sang. Le sang qui est composé par des globules rouges, qui sont majoritaires, ce sont des millions de globules rouges, composé aussi par des globules blancs qui sont des policiers. Ce sont les éboueurs, si vous voulez, du corps humain. Les globules blancs, leur rôle principal, c'est de nous défendre contre tout ce qui est agression étrangère.
Et en plus, on a aussi des petits soldats qui sont les globules jaunes. Moi, je les appelle les globules jaunes. En fait, ce sont des cellules jaunes. Ce sont les plaquettes. Les plaquettes, c'est comme un peu les ouvriers qui doivent cimenter chaque fois qu'il y a des problèmes, des ruptures, des brèches de la paroi sanguine. Ce sont les plaquettes qui doivent contribuer à cimenter la paroi pour que les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes elles-mêmes ne sortent pas en dehors. Et donc, nous aurons plusieurs phases pour arrêter une hémorragie. D'abord, une des premières phases que nous avons, elle est physiologique, c'est que le vaisseau lui-même, vous savez que les artères, les vaisseaux ont une composante musculaire lisse, élastique, etc. Donc, le vaisseau lui-même va subir une des premières réactions, c'est la vasoconstriction, c'est-à-dire le vaisseau va réduire son diamètre. En réduisant son diamètre, il va réduire d'une façon incomplète l'écoulement du sang à travers ce trou. Donc, quand vous coupez un vaisseau, le vaisseau par réaction va se contracter pour réduire la porte de perte, la porte d'issue des éléments sanguins. C'est la vasoconstriction. Donc, le vaisseau va se contracter pour réduire le volume en espérant ainsi réduire la chute, la fuite de l'eau. C'est comme un tuyau d'eau. Quand vous voulez arroser, si vous réduisez le diamètre de l'eau en comprimant dessus, par exemple, l'eau va sortir, mais avec un jet beaucoup plus fort, mais vous allez réduire la quantité d'eau qui va sortir. Et c'est pour cela, lorsque vous faites une ponction veineuse, parce que vous avez fait un prélèvement et vous voulez faire l'hémostase, on va contribuer à réduire la perte des cellules sanguines en comprimant sur le vaisseau. Vous devez garder le doigt qui reste comprimé sur le vaisseau. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'hémostase primaire. L'hémostase primaire, c'est le thrombus blanc. On l'appelle thrombus blanc parce qu'il est constitué essentiellement par les petites cellules qu'on appelle les plaquettes qui vont courir et qui vont s'arrêter au niveau de la brèche. En fait, il y a des interactions parce qu'au niveau de la brèche, ça signifie que les cellules endothéliales ont été séparées et en dessous des cellules endothéliales, il y a généralement une membrane basale et il y aura une interaction entre les plaquettes et les membranes basales. Les plaquettes vont se cumuler, vont se mettre ensemble pour constituer un espèce de caillot. C'est le caillot blanc. C'est le thrombus plaquetaire. Et ça, c'est la première réaction physiologique en dehors de la vasoconstriction que l'on a lorsqu'il y a un vaisseau qui a subi une brèche vasculaire. Ensuite, quelques heures plus tard, il y aura alors des protéines qui vont venir au niveau du caillot et qui vont avoir des interactions avec les plaquettes, avec les cellules endothéliales et entre elles aussi les protéines. Il y aura plusieurs facteurs, des protéines de la coagulation qui vont intervenir et qui vont permettre de former un autre caillot, un autre bouchon, et celui-là, ça sera un bouchon rouge. Le premier bouchon, il est blanc, c'est le bouchon constitué par les plaquettes. Le deuxième bouchon qui fait l'objet de la coagulation, c'est un bouchon qui est rouge. En fait, c'est le thrombus fibrinoplaquettaire. Et ce thrombus fibrinoplaquettaire, la fibrine, ce sont des protéines qui vont se lier avec les plaquettes, qui étaient les premières à arriver sur le site de la brèche vasculaire. Et cela va permettre d'arrêter la fuite des éléments cellulaires à travers la brèche vasculaire. Mais c'est pas tout. Les plaquettes et la fibrine
vont constituer un gros bouchon, mais ce bouchon ne va pas respecter l'anatomie de la route. La route, ça signifie les gros vaisseaux, les vaisseaux sanguins. Et donc, il faudra après remettre les choses en ordre. Et pour remettre les choses en ordre, c'est le troisième phénomène qu'on appelle la fibrinolyse. C'est-à-dire le caillot qui est un peu grossier, il va être euh, poli, on va essayer de le rendre lisse pour que le vaisseau sanguin reprenne son architecture normale. Ça, donc, ça signifie que sa rhéologie soit normale pour que les globules rouges n'aient pas à buter contre des obstacles. Parce que si vous voyez sur cette image, il y a une protubérance à l'intérieur de la cavité vasculaire et après, il faut liser, il faut scier, il faut limer pour que la paroi redevienne lisse. Et ça, c'est le phénomène qu'on appelle la fibrinolyse. Donc, il y a une dissolution du caillot et une reperméabilisation du vaisseau. Le vaisseau devient de nouveau perméable et il circule sans trop de problèmes. Il faut savoir que le vaisseau doit être lisse, si vous voulez, lisse entre guillemets, perméable, parce que lorsqu'il a des encoches et qu'il a des endroits où le sang ne circule pas normalement, ce sont des zones à risque qui peuvent provoquer justement la formation d'un autre caillot qu'on appelle un thrombus. Et vous savez que c'est pourquoi, par exemple, lorsque on a un corps étranger dans un vaisseau et tout, etc., ça peut être la source de la fabrication, enfin de l'apparition d'un thrombus. Vous savez très bien que lorsqu'on a un cathéter dans un vaisseau et qu'on le garde longtemps, ce cathéter peut être la cause d'un thrombus. Les réanimateurs le savent très bien que quand on cathétérise un patient et qu'on laisse un corps étranger dans ce torrent, dans ce canal vasculaire, autour de ce canal vasculaire, il peut y avoir des cellules qui stagnent et donc cela va provoquer, surtout si le cathéter a provoqué aussi des petites lésions de la paroi endothéliale et donc en contact avec la membrane basale. Pardon. C'est ce qui se passe aussi, par exemple, lorsqu'il y a beaucoup de graisse dans le sang, ce qu'on appelle une plaque athéromateuse. La plaque athéromateuse, donc ce cumul de graisse dans un vaisseau, peut être la source sur laquelle, la base sur laquelle la rhéologie sanguine est perturbée. Et alors, on peut avoir à ce niveau-là un cumul de plaquettes, un cumul de globules rouges, etc. Finalement, c'est un thrombus qui va se former. Et ce thrombus, le danger, c'est que il peut se former à un endroit déterminé, mais avec le courant qui circule, il peut se détacher. Et c'est ce qui explique aussi le risque d'avoir des embolies. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important d'avoir une notion essentielle sur l'hémostase. Voici l'exemple typique de l'équilibre hémostatique. Hein. Il faut un équilibre, bien sûr, entre les différents acteurs. Si vous voyez, lorsque j'ai peu d'éléments, je suis à risque de diathèse hémorragique. Diathèse hémorragique, ça signifie que je peux saigner facilement. Nous allons voir, enfin, on aura peut-être l'occasion de voir des pathologies qui portent à une diathèse hémorragique. Ça signifie à une tendance à saigner facilement. Quand, par exemple, lorsque je n'ai pas assez de plaquettes, puisque nous avons vu que les premiers ouvriers qui accourent à l'endroit où il y a une brèche vasculaire, ce sont les plaquettes. Donc, si je n'ai pas assez de plaquettes, je vais saigner facilement. Mais aussi le contraire, vous voyez ici, il faut un équilibre entre
les cellules endothéliales, les plaquettes, les protéines de la coagulation et les protéines de la fibrinolyse. Lorsque j'ai trop de plaquettes, par exemple, c'est le cas de la thrombophilie, j'aurai un phénomène contraire. Au lieu de saigner facilement, je peux avoir des bouchons facilement. Donc, je peux avoir un phénomène thromboembolique. Ce que nous devons avoir, nous, c'est avoir ce qu'on appelle un équilibre hémostatique. Donc voilà, l'équilibre hémostatique, c'est quoi? C'est l'équilibre entre le risque d'avoir des thromboses, le risque thrombotique et le risque hémorragique. Voilà. Donc ça, c'est la balance hémostatique. Fermez vos micros, s'il vous plaît, parce que vous dérangez les uns et les autres. Mais cette balance hémostatique, elle peut vaciller dans un sens comme dans l'autre. Comme vous voyez, hein, lorsque j'ai beaucoup de risques, j'augmente les risques hémorragiques, évidemment, la balance tombe d'un côté ou de l'autre. Quand elle va dans ce sens-là, j'aurai plus de risques d'hémorragie, c'est ce qu'on appelle diathèse hémorragique, donc une tendance à pouvoir saigner. Donc, l'hémostase, c'est un état d'équilibre. Lorsqu'il y a cet équilibre perturbé, on a un déséquilibre. Le déséquilibre va nécessairement provoquer un trouble clinique. Ce trouble clinique, comme vous voyez, lorsque les facteurs procoagulants, ceux qui me permettent de me défendre contre la brèche vasculaire, soit au niveau des cellules, c'est en l'occurrence les plaquettes, soit encore les facteurs qui me permettent de me défendre euh, contre la coagulation, augmentent. La conséquence, ce serait l'hémorragie. Alors, de l'autre côté, lorsque les facteurs procoagulants augmentent, ils deviennent beaucoup plus nombreux, et les facteurs anticoagulants euh, plus ou moins diminuent, les facteurs anticoagulants diminuent, la conséquence, c'est la thrombose. En fait, c'est simple, tout simplement. Lorsque j'ai moins de plaquettes, je vais saigner. Lorsque j'ai beaucoup de facteurs procoagulants, ceux qui me permettent de former des bouchons, je vais avoir une thrombose. La pathologie de l'hémostase consiste en deux groupes de pathologies principales. La diathèse hémorragique et et les troubles thromboemboliques. C'est ça que vous devez retenir. C'est la chose essentielle pour vous, pour le médecin généraliste. J'aime bien ces diapos que nous avons empruntées de Biomérieux parce qu'elles ont l'avantage d'avoir des petites images très simples qui vous permettent vraiment de comprendre. Et donc, je ne dois pas insister beaucoup. C'est des choses très simples que vous pouvez comprendre. Voici ici les acteurs principaux de ce qu'on appelle l'hémostase primaire. Vous vous rappelez, l'hémostase primaire, on a dit, après la vasoconstriction, l'hémostase primaire, elle est assurée essentiellement par des cellules qu'on appelle plaquettes, mais pas les plaquettes seules. Je vous ai dit que ces plaquettes vont interagir au niveau de la brèche avec la membrane basale. Et les cellules endothéliales qui sont là vont être séparées. Et ce qui explique la brèche du vaisseau. Les plaquettes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont courir et vont aller se cumuler là où il y a le trou dans la paroi vasculaire. Mais les plaquettes ne travaillent pas seules. Elles ont besoin de certaines protéines pour faire le bouchon, pour éviter que le sang ne coule. Ces protéines, c'est entre autres ce qu'on appelle le facteur
de von Willebrand. C'est une protéine spécifique qui se lie à des protéines de la coagulation, comme le facteur 8, mais le facteur de von Willebrand se lie aussi aux cellules, aux plaquettes. Elle se lie aussi à d'autres protéines pour constituer justement le bouchon pour empêcher à ce que le sang ne continue à sortir de la paroi des vaisseaux sanguins. Et alors, pour former ce bouchon, il faut un espèce de filet, un espèce de filet, un espèce de maille. Ce filet va être constitué, va faire intervenir une autre protéine qu'on appelle le fibrinogène. Le fibrinogène va constituer le tapis, le filet sur lequel les plaquettes vont se mettre avec le facteur de von Willebrand. Ça va se lier entre elles, ça va se lier au facteur de la coagulation, ça sera l'hémostase secondaire, etc. Et dans l'hémostase primaire, il y a une autre protéine, plutôt un ion important, ce sont les ions calcium qui interviennent. Je trouve que ces images sont vraiment simples, qui vous permettent de retenir que dans l'hémostase primaire, à la suite d'une brèche vasculaire, j'ai plusieurs éléments qui interviennent. Au point de vue cellulaire, ce sont les plaquettes. Mais en dehors des plaquettes, pour permettre justement cette adhésion des plaquettes sur la membrane basale et pour constituer un bouchon, on va faire intervenir d'autres facteurs qui sont des protéines, dont le facteur de von Willebrand et une autre protéine qu'on appelle fibrinogène. En dehors de ces protéines, pour que ce phénomène de l'hémostase primaire se passe conséquemment en bonne et due forme, il faut le calcium. Voilà. Ça, c'est l'hémostase primaire. On va revoir un peu la paroi vasculaire. C'est bien, c'est simple, c'est agréable de revoir. On voit ici que la paroi vasculaire joue un rôle fondamental. Elle représente la scène, elle représente donc le support de la réaction. C'est sur cette réaction que vont s'accrocher les plaquettes dès que cette paroi est endommagée. Alors, lorsque vous voyez ici sur l'intérieur du sang, le sang est tapissé d'une paroi de cellules qu'on appelle les cellules endothéliales. Et en dessous de l'endothélium, on a une membrane qu'on appelle sous-endothélium. L'endothélium, les cellules endothéliales en soi, elles repoussent les plaquettes. Elles n'attirent pas les plaquettes. Elles les repoussent. Les plaquettes n'adhèrent pas spontanément à la paroi endothéliale. Il y a un problème de positivité, négativité et tout, etc. Les plaquettes circulent dans le sang. Elles ne s'accrochent pas à la paroi endothéliale. Exception faite lorsque les plaquettes ont changé, ou bien lorsque la paroi endothéliale a changé, ou bien lorsque il y a d'autres facteurs qui vont permettre que le globule rouge s'accroche à la paroi endothéliale grâce à une autre protéine, par exemple ce qu'on appelle les protéines adhésives du globule rouge. Attention, je parle du globule rouge dans la drépanocytose. Mais dans les conditions normales, normalement, l'endothélium repousse les plaquettes. C'est le signe que nous avons fait là. Mais la couche en dessous de l'endothélium, elle attire les plaquettes. Voyez la différence? C'est pour cela, lorsqu'il y a une brèche, lorsqu'il y a un trou au niveau de la paroi vasculaire, la couche en dessous des cellules endothéliales attire les plaquettes. Et c'est la raison pour laquelle les plaquettes vont se cumuler dans le trou qui a été provoqué par la brèche.
Donc, on peut dire d'une façon très simple que les plaquettes jouent le rôle de briques dans ce qu'on appelle le clou plaquettaire ou, si vous voulez, le caillot blanc. Combien de plaquettes avons-nous dans l'organisme? La valeur normale varie entre 150 et 400 000 plaquettes par millilitre. Que sont les plaquettes? Les plaquettes, ce sont des petites cellules anucléées en forme de disque. Elles sont toutes petites, 2 à 3 millimètres de diamètre, qui viennent de la moelle, c'est le tissu hématopoïétique, qui ont une durée de vie courte, malheureusement, 10 jours plus ou moins, et qui vont être détruites pour la plupart au niveau de la rate. Elles ont une ultrastructure. C'est pour ça les pathologies des plaquettes, il y a des pathologies quantitatives et des pathologies qualitatives. Vous avez probablement entendu parler de la maladie de Bernard Soulier. Ce sont des grosses plaquettes, mais qui ne travaillent pas bien. Donc, ça, bon, on verra ça. Enfin, vous avez probablement vu, on a peut-être parcouru les troubles de qualitatifs et les troubles quantitatifs des plaquettes. Je ne vais pas trop insister parce qu'ici, c'est vraiment pour que vous ayez une notion générale sur l'hémostase, les données vraiment basiques. Alors, nous avons vu que pour que ce premier clou, le clou blanc, ou si vous voulez le caillot blanc advienne, les plaquettes seules ne suffisent pas. Il faut de la colle. Et la colle, c'est le facteur de von Willebrand. Le facteur de von Willebrand va permettre de coller les plaquettes dans l'adhésion plaquettaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les cellules endothéliales sont séparées. Elles laissent passer le facteur de von Willebrand. Les plaquettes ont une euh, tendance à adhérer. Les plaquettes ont des protéines de surface qui leur permettent de se lier avec le facteur de von Willebrand. Et donc, facteur de von Willebrand plus plaquettes, ça va constituer un réseau de plaquettes qui se lient entre elles. En fait, le facteur de Willebrand joue le rôle comme du ciment. Vous prenez la brique, pour lier une brique à l'autre, vous mettez du ciment et vous posez la brique au-dessus de l'autre et ainsi de suite. Après, il y a une autre protéine que nous avons vue qui s'appelle fibrinogène. Le fibrinogène va jouer le rôle de lien entre plaquettes dans l'agrégation plaquettaire, mais elle a besoin, le fibrinogène, pour permettre l'adhésion des plaquettes de calcium. Elle va constituer une maille, une espèce de tapis sur lequel les plaquettes vont se lier entre elles. C'est le pont calcium-fibrinogène. Donc, dans l'hémostase primaire, quelles sont les conditions où on peut avoir un trouble de l'hémostase primaire? C'est simple. Les conditions où les facteurs essentiels font défaut. Lesquels? Un, défaut des plaquettes. Le défaut des plaquettes peut être quantitatif, mais peut être aussi qualitatif, le défaut. Autre facteur, on a dit que le von Willebrand joue un rôle important. Donc, le déficit de von Willebrand peut être cause de l'hémostase, du défaut de l'hémostase primaire. On a vu aussi qu'on a besoin de fibrinogène, qui est une protéine qui va permettre la production de fibrine. Si elle fait défaut, ben, mon hémostase primaire ne sera pas de bonne qualité. Mais enfin, on a vu aussi qu'il y a les ions calcium. Si les ions calcium manquent, eh ben, le pont fibrinogène calcium sera incomplet et donc j'aurai un problème de trouble de l'hémostase primaire. Voilà, ça c'est une première vision
sur l'hémostase primaire. En synthèse, voici le scénario. 1. Le vaisseau, il est blessé. Il est endommagé. J'ai coupé. Que fait le vaisseau? Il se rétracte. Ce qu'on appelle la vasoconstriction. Que se passe-t-il tout de suite après? Les plaquettes, puisque les plaquettes vont se voir attirées par le tissu sous-endothélial. Il y a une membrane basale en dessous de l'endothélium et cette membrane basale attire les plaquettes. Mais les plaquettes, pour se lier à cette membrane, elles vont se lier facilement grâce à une protéine qu'on appelle la protéine de von Willebrand. Et c'est cette image-ci qui montre vraiment très bien comment advient cette phase de production du caillot primaire ou caillot blanc ou clou blanc. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Les plaquettes, pour qu'elles puissent agir, elles vont s'activer. C'est pour cela que, bon, ça, c'est la cytologie. On peut identifier les plaquettes activées, comme on les appelle. Bon, ça, c'est des détails un peu trop avancés. Je saute. Sachez que la plaquette, c'est une petite cellule, mais elle est complexe, hein. Elle a des granulations particulières là-dedans et tout, etc. Et la plaquette qui va être activée au niveau de, au niveau donc de la membrane, la plaquette a besoin pour s'agréger de von Willebrand et de calcium. Les plaquettes s'agrègent et forment donc ce qu'on appelle le clou plaquettaire. Le clou plaquettaire, comme vous venez de le voir, hein, c'est une belle image. Elles sont très bien, en tout cas, ces diapos de Biomérieux. Hein. Ça vous donne les fibrinogènes, comme vous voyez, les plaquettes qui sont activées, qui se lient l'une et entre autres l'une et l'autre, et qui donnent aussi donc des liens et qui se lient à la membrane basale, hein, à la membrane sous-endothéliale, et ça va former un bouchon. Voilà, donc ça c'est le phénomène de l'hémostase primaire. Alors, vous devez savoir dépister et caractériser un syndrome hémorragique. Pour dépister et caractériser un syndrome hémorragique, il faut, comme on l'a vu avec les étudiants de M1, l'histoire du malade. Il faut connaître l'anamnèse, il faut savoir examiner correctement le patient. L'examen clinique, donc, c'est important. Mais aussi, comme on a vu dans la sémiologie, il faut savoir prescrire les examens biologiques d'orientation qui peuvent vous permettre de faire le diagnostic. Alors, quelles sont les anomalies de l'hémostase primaire? Écoutez, les anomalies de l'hémostase primaire, on va commencer d'abord avec les plaquettes. Je vous ai dit qu'on peut avoir des anomalies quantitatives, ce qu'on appelle les thrombopénies, ou encore après les anomalies qualitatives, les thrombopathies. Autre facteur, c'est l'anomalie qui est liée au niveau du facteur de von Willebrand, ce qu'on appelle la maladie de von Willebrand. La maladie de von Willebrand, qui se confond, qui n'est pas toujours facile à distinguer avec une autre maladie que vous avez certainement, dont vous avez entendu parler, c'est l'hémophilie. C'est pas toujours facile, hein, parce que toutes ces maladies, ce sont des maladies de diathèse hémorragique. Donc, des anomalies au niveau du facteur de von Willebrand, c'est important de savoir les identifier. Alors, le syndrome hémorragique,
Donc, la diathèse hémorragique, elle peut être constitutionnelle. Quand on dit en général constitutionnelle, ça signifie elle est due à des anomalies qui sont liées à l'hérédité ou à quelque chose d'héréditaire, ou encore ça peut être acquis. Bon, nous allons voir. Hein. Le syndrome hémorragique constitutionnel, c'est quand même rare, mais on en décrit dans certaines ethnies, dans certaines populations. C'est un problème puisque c'est constitutionnel en général. On va trouver le syndrome hémorragique déjà dès l'enfance, quand on est petit. C'est pour cela que je vous disais, enfin bon, ceux qui ont pris part de Détroit à une enquête qu'on en fait sur l'hémophilie, on a découvert qu'il y a des enfants, bon, je vous donne un peu les résultats de l'enquête, on a trouvé qu'environ 7% des personnes enquêtées ont reconnu que chez leurs enfants, dans leur famille, il y avait un problème de diathèse hémorragique qui pourrait être constitutionnel ou acquis. Quand c'est constitutionnel, en général, ça se présente déjà durant l'enfance. Quand c'est acquis, en général, ça prend du temps. Ça survient plutôt chez les sujets adultes. Alors, quand c'est constitutionnel, il y a une histoire familiale. Vous vous rappelez, dans la sémiologie, on a dit l'histoire familiale, c'est important. L'exemple typique, c'est l'hémophilie. L'hémophilie, quand vous regardez l'histoire familiale, on va dire, ah oui, on a eu un oncle qui ne faisait que saigner ou a eu un enfant et ainsi de suite. Quand c'est acquis, il faut rechercher la cause. Il y a une cause sous-jacente qui est responsable de cette maladie. Voici maintenant les principales causes de thrombopénie. Donc, un défaut quantitatif, un défaut de production des plaquettes. Les plaquettes s'appellent aussi thrombocytes. Le défaut peut être, comme on l'a vu, constitutionnel, et alors il peut être d'origine centrale, c'est-à-dire de la moelle, ou il peut être acquis, et toujours d'origine centrale. Comment est-ce qu'on fait à distinguer une thrombopénie d'origine centrale d'une thrombopénie d'origine périphérique, qui n'est pas centrale? En général, quand c'est d'origine centrale, ça signifie que la moelle ne travaille pas bien. Soit on est devant une aplasie médulaire, c'est-à-dire la moelle elle est pratiquement foutue. Fermez vos micros, s'il vous plaît, parce que vous fermez vos micros, s'il vous plaît, sinon j'arrête. Soit vous avez une aplasie, ou bien tout simplement une hypoplasie médulaire. Et cette aplasie peut être d'origine constitutionnelle ou encore d'origine acquise. Par exemple, lorsqu'on prend certains médicaments. Dans notre milieu, on a eu un abus de certains médicaments comme le chloramphénicol. Le chloramphénicol, l'abus de chloramphénicol est à la base de certaines hypoplasies ou aplasies médulaires. Ou encore, parfois, c'est dû à cause de l'irradiation. Des personnes qui ont été irradiées. C'est pour ça que quand on travaille dans le service de radiologie, de l'imagerie, on a un détecteur des rayons qui doit calculer le nombre d'expositions à la quantité de rayons à laquelle le personnel qui travaille a été exposé. Parce qu'on ne peut pas dépasser un certain niveau. Quand on le dépasse, évidemment, on a des gros problèmes. Alors, on peut avoir aussi cet état de aplasie ou d'hypoplasie à cause, par exemple, des métaux lourds. Et ici, il faut rappeler que là où on fait les mining, là où on exploite les minerais, hein, c'est le cas au Congo, en particulier à l'est du Congo, au Katanga, mais également aussi en Mbuji-Mayi, où on utilise des métaux lourds comme le mercure, l'arsenic et tout, etc., dans le nettoyage, la production des métaux rares. Eh ben, la population est exposée à ces métaux lourds et c'est ce qui peut expliquer
les cas de aplasie ou hypoplasie que l'on a de plus en plus d'ailleurs dans certaines provinces comme le Katanga ou à l'est du Congo. Enfin aussi, la moelle peut être étouffée, ce qu'on appelle un étouffement médulaire dû à un envahissement médulaire. Pourquoi est-ce que la moelle peut être envahie? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Elle peut être envahie par d'autres cellules qu'on appelle, ce sont des cellules tumorales. Donc, la moelle peut être envahie par des cellules tumorales qui viennent de la moelle. C'est dans le cas des leucémies, lymphomes et tout, etc. Ou encore d'autres cellules tumorales qui viennent d'autres corps, d'autres organes. Donc ça, on aura à ce niveau-là un défaut de production central des plaquettes. L'autre cause aussi de thrombopénie, c'est que on a une augmentation de consommation des plaquettes. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on peut avoir des anticorps qui vont euh, se lier aux plaquettes et qui vont présenter ces plaquettes au niveau de la rate et la rate va les détruire. C'est les thrombopénies auto-immunes, ce qu'on appelle thrombopénie auto-immune. Parce que la plaquette, elle circule et dans le sang, il y a un anticorps qui l'identifie, qui se lie sur la plaquette. Et comme elle est liée sur, l'anticorps est lié sur la plaquette, elle va être acheminée au niveau de la rate. La rate va dire, mais mes plaquettes à moi ne sont pas comme ça. La rate va identifier, donc les cellules, les macrophages de la rate vont trouver que ces plaquettes ont quelque chose de plus sur leur surface, ce sont les anticorps, et donc ces plaquettes vont être détruites. C'est ce qu'on appelle une thrombopénie auto-immune par des anticorps qui détruisent les propres plaquettes. Mais elle peut être aussi non immune, c'est ça, c'est ce qui arrive par exemple lorsque vous avez une hémorragie. Les plaquettes sortent, elles sortent et donc la quantité de plaquettes diminue. Elles peuvent être aussi dues à ce qu'on appelle une redistribution, c'est-à-dire les plaquettes sont là, mais elles sont séquestrées quelque part. C'est entre autres le cas de ce qu'on appelle la séquestration splénique, c'est-à-dire les plaquettes vont être séquestrées dans la rate. Vous vous rappelez le terme de séquestration splénique? Vous l'avez déjà entendu lorsqu'on a parlé de la drépanocytose. On a dit qu'il y a une complication sévère qui tue les enfants qu'on appelle la séquestration splénique. Mais là, c'est une séquestration splénique qui concerne pas seulement les plaquettes, mais qui concerne tous les autres éléments sanguins et même le liquide. C'est pour cela que la rate augmente brutalement de dimension. Vous savez que la rate, c'est un organe accordéon, c'est comme un chiffon qui peut s'imbiber de liquide, mais ça reste un chiffon. Tout le liquide est absorbé dans le chiffon. Et quelle est la conséquence au niveau circulatoire? Il y a moins de liquide, alors on parle d'un choc anémique. La séquestration splénique chez l'enfant drépanocytaire, c'est un état de choc anémique. La pression artérielle diminue, la quantité de globules rouges qui portent l'oxygène au tissu diminue, donc il y aura une hypoxie, une hypotension, et c'est pour cela qu'il y a des réactions du genre hypersudation, le malade va commencer à transpirer et tout, etc. Donc voilà ce qui explique en fait, c'est une thrombopénie en ce cas-là. Après, nous avons encore toujours sur la rate, excusez-moi d'insister sur la drépanocytose parce que c'est une maladie que vous devez connaître jusqu'au bout des ongles. Lorsque la rate, elle est grosse, on appelle ça on appelle ça l'hypersplénisme. Voilà une autre condition dans laquelle il y a une redistribution et destruction des plaquettes au niveau de la rate. C'est une grosse rate. Souvent, on l'observe chez les drépanocytaires qui va détruire les autres cellules sanguines, qui va détruire les plaquettes, qui va détruire les globules rouges
MM qui va détruire aussi les globules blancs. Et le patient va avoir un nombre réduit de globules rouges, un nombre réduit de plaquettes, un nombre réduit de globules blancs. Donc, ce qui mène finalement à un état de thrombopénie. Quels sont les symptômes du syndrome hémorragique primaire, entre autres? Il y a certaines caractéristiques du saignement qui peuvent orienter directement vers un défaut de l'hémostase primaire. Parce qu'on a vu que l'hémostase primaire, c'est une brèche du vaisseau, un défaut de plaquettes qui doivent venir s'accrocher. Ça signifie que le sang va sortir du torrent sanguin, va sortir de l'autoroute, si vous voulez. Et ce sang qui sort, où est-ce qu'il va se mettre? Il va se mettre dans l'interstitium. C'est pour ça qu'on parle d'un saignement cutanéo-muqueux. En général, c'est un saignement cutanéo-muqueux qui se manifeste par les épistaxis, donc le sang qui coule du nez, les ménorrhagies, donc les règles qui durent longtemps, qui sont abondantes, et une tendance aux hématomes. Vous piquez quelqu'un pour lui donner un produit par la voie intramusculaire et ça gonfle. Mais je vous ai dit aussi que lorsque vous faites un prélèvement sanguin sur le pli du coude, il peut y avoir des taches bleues et qui vont apparaître dessus. Et surtout, c'est les personnes âgées, ça gêne et la famille peut vous faire des problèmes. Après, on peut avoir ce qu'on appelle le sang qui est sorti des vaisseaux, des petites taches qu'on appelle les pétéchies. Comme vous pouvez voir sur cette image, toutes ces petites taches rougeâtres-là, c'est le sang qui est sorti des vaisseaux. Alors, question, le sang qui est sorti des vaisseaux, si je comprime dessus, est-ce que le sang disparaît ou il reste visible? Vous allez voir cela dans les TP pratiques que vous ferez avec mes collaborateurs. Donc, nous venons de voir les thrombopénies, nous venons de voir les troubles de l'hémostase primaire. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est valable chez l'enfant comme chez l'adulte. Donc, réjouissez-vous parce que vous avez eu un cours d'hémato, pas seulement pédiatrique, mais un cours d'hémato à la fois pédiatrique et de médecine interne. Bon, les questions, comme vous n'étiez pas, vous les poserez dans le chat. Je verrai à la fin si je peux y répondre. Mais autrement, je continue. Comme le cours est enregistré et c'est pour vous permettre de pouvoir le réécouter et de suivre donc le cours parce que malheureusement, je ne peux pas, moi, m'atteler à votre horaire qui est trop souple et qui change tout le temps. Mais je préfère répondre à mes obligations en donnant les cours comme il se doit. Et d'ailleurs, les cours enregistrés vous donnent plus d'avantages parce que vous pouvez faire la révision en réécoutant les cours, en suivant les détails selon votre rythme. C'est pour ça qu'à l'examen, je serai quand même exigeant parce que vous avez tout pour ne pas rater et pour réussir. Alors, les thrombopathies, nous avons vu, elles peuvent être acquises ou constitutionnelles. C'est une répétition, mais on ira très rapidement. Elles sont acquises, c'est celle qui est plus fréquente. Comme je vous l'ai dit, les troubles acquises qui sont très fréquentes, bon, je vous en ai cité, hein, donc au jury ou à l'examen, je vous demanderai. Je me dis quelqu'un qui vit à Kasumbalesa ou à des mining et tout, etc. Donc je vous l'ai dit, hein, les mining, faut pas l'oublier, c'est une des causes de hypo et aplasie médulaire dans notre contexte. Mais d'une façon générale, vous pouvez avoir un saignement récent dans un contexte clinique particulier, il n'y a pas d'histoire familiale. Quand c'est constitutionnel, en général, quand vous interrogez bien, il y a une histoire familiale. Alors, les causes médicamenteuses, moi, je vous ai cité le chloramphénicol. Hein. Bon, il est évident aussi, il y a plusieurs autres
médicaments qui peuvent être à la base des thrombopathies, par exemple l'insuffisance rénale ou l'insuffisance hépatique. C'est pour ça que les patients qui vont à la fin vers l'insuffisance rénale ou l'insuffisance hépatique, bon, ils ont des problèmes de l'hémostase. C'est pas nécessairement parce qu'il manque de plaquettes, mais rappelez-vous bien qu'on a dit que l'hémostase, il y a aussi des protéines. Or, le laboratoire qui produit les protéines, en général, c'est le foie, et le laboratoire qui régule les protéines, c'est le rein. Lorsque le rein ne va pas bien, on perd les protéines. C'est pour ça qu'on fait la tigette urinaire. On dit, tiens, il y a des protéines dans les urines, ça signifie que le rein souffre. Et donc, si les protéines, on les perd dans le rein, c'est qu'il n'y en a pas assez dans le corps. Après, il y a les hémopathies. Les hémopathies, c'est en particulier ce qu'on appelle le syndrome myélodysplasique. Les syndromes myélodysplasiques, c'est de l'apanage surtout des patients adultes, mais il y en a aussi en pédiatrie, puisque nous avons eu des adolescents qui ont présenté le syndrome myélodysplasique. Et par contre, les causes constitutionnelles, je vous l'ai dit au début, hein, ce qu'on appelle le syndrome de Bernard-Soulier. Le syndrome de Bernard-Soulier, ce que vous devez retenir, c'est que sur un frottis périphérique, vous allez voir des grosses plaquettes, ce qu'on appelle des plaquettes géantes. Elles sont vraiment grosses. Elles ont parfois la même dimension que le globule rouge. Vous vous rappelez la dimension d'une plaquette? C'est 2-3 micromètres. Et le globule rouge, c'est 7 microns. Donc, vous allez trouver des plaquettes qui sont grosses comme les globules rouges. Et ça, ce n'est pas normal. C'est ce qui constitue ce qu'on appelle le syndrome de Bernard-Soulier. Ces plaquettes sont souvent hypogranulées, hein, donc parce que je vous ai dit que dans les plaquettes, il y a plusieurs granulations qui jouent le rôle justement, ce sont des substances actives qui vont permettre justement d'activer les plaquettes, de se lier à la protéine de von Willebrand, de se lier à la paroi basale, à la membrane basale, etc. Après, il y a une maladie qu'on appelle la thrombasthénie de Glasman. Elle est plutôt fréquente dans les pays, les populations européennes. Et si je me trompe pas, il y a parfois, euh, oui, c'était des populations juives qui présentaient souvent ces anomalies. Il y a ce qu'on appelle le syndrome des plaquettes grises. C'est un syndrome qu'on a chez des patients qui ont été des gros fumeurs en général et qui présentent finalement un syndrome, bon, je dirais c'est un syndrome myélodysplasique. Hein. Bon, ce sont des maladies rares, voilà. Comme ça. Bon, c'est pas tellement très pédiatrique, donc vous pouvez ne pas le retenir. On a dit que la pathologie de diathèse hémorragique d'hémostase primaire concerne aussi les protéines. La maladie de von Willebrand, c'est une maladie constitutionnelle de l'hémostase primaire et de la coagulation. C'est ça qui fait que, comme je vous l'ai dit, c'est pas facile, pas toujours facile de différencier l'hémophilie de la maladie de von Willebrand. Pourquoi? Parce que cette protéine ne sert pas seulement à l'adhésion des plaquettes sur la membrane sous-endothéliale et le lien des plaquettes entre elles pour constituer le caillot blanc, mais la même protéine sert aussi pour protéger les protéines de la coagulation. Entre autres, par exemple, le facteur 8 de la coagulation qui est responsable de l'hémophilie. Donc, lorsqu'on a un déficit en facteur de von Willebrand, généralement, cliniquement, on a un allongement du temps de saignement et du PFA. Le facteur 8, il est abaissé parce que justement, le facteur de von Willebrand, c'est le facteur qui aide, qui protège le facteur 8. Donc, et c'est pour ça que je disais, l'hémophilie et le facteur et la maladie de von Willebrand ne sont pas toujours faciles à distinguer. Comment est-ce qu'on peut explorer l'hémostase primaire? L'hémostase primaire, pour l'explorer, qu'est-ce que vous allez faire?
quels sont les acteurs de l'hémostase primaire? Les plaquettes. Comment est-ce que je peux faire pour savoir s'il y a un problème des plaquettes? Dans notre milieu, on peut faire, on va dire, un, un bilan quantitatif. Ça signifie numération, formule sanguine. Mais attention, lorsque vous voulez faire la numération des plaquettes, c'est un des tests spécifiques des plus simples. Vous devez être attentif. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le pseudo-thrombopénie. Le pseudo-thrombopénie sont dus au fait que vous prélevez votre sang dans un tube où il y a un anticoagulant, mais vous mettez beaucoup de sang qui dépasse la capacité de l'anticoagulant. Qu'est-ce qui va se passer? Une partie de votre sang va coaguler dans le tube. Et si le sang coagule dans le tube, ça signifie que dans le sang, une partie des plaquettes se sont agrégées, ce qu'on appelle l'agrégation plaquettaire. Elles se sont liées entre elles. Et lorsque je vais faire la numération sanguine, qu'est-ce que je vais voir? Je vais avoir une numération sanguine avec un taux de plaquettes réduit. Donc, c'est pour rappeler aux cliniciens, quand vous voulez faire la numération des plaquettes, dites bien aux Oui, infirmiers ou biologistes qui prélèvent d'éviter qu'il y ait des caillots dans le tube. S'il y a des caillots dans le tube, la numération oui. des plaquettes sera fausse parce que vous aurez un nombre réduit de plaquettes. Ça, c'est important. La numération de plaquettes, pour bien la faire, il faut faire un prélèvement sur tube avec citrate et pas EDTA. Parce que sur tube avec EDTA, vous aurez des agrégats de plaquettes. Après, on fait ce qu'on appelle les tests globaux. C'est le temps de saignement. Bon, chez nous, en général, c'est le temps de saignement. Le PFA 100, on ne le fait pas chez nous. Il y a d'autres tests spécifiques. C'est l'analyse de la fonction plaquettaire avec des instruments que nous n'avons pas chez nous. Le dosage du facteur von Willebrand, ça oui. Il y a, je pense, dans le petit équipement, s'il vous plaît, désactivez votre micro. Dans les petits équipements que nous avons dans le cadre du projet Hémodrepa, je pense qu'avec ce petit appareil, hein, le Stago, on peut doser aussi le facteur de von Willebrand. C'est important de pouvoir doser les facteurs de von Mama, Willebrand yung hobby. parce qu'il va vous permettre de faire donc l'exploration de l'hémostase primaire. Le temps de saignement, vous savez comment cela se fait. Vous faites une double petite Ese incision po, dans ano bras mo ou nang dans munggo. l'oreille. Ça a des noms Mama yung différents. population S'il kumbet. vous plaît, fermez vos micros. Fermez vos micros, sinon j'arrête. Tupas balik mo na ko amay Je mala. vous demande de fermer les micros parce que sinon j'arrête. Je ne sais pas continuer comme ça, avec du bruit. May rugo amay mala. Ok, merci. Oui, Docteur Maurice, vous voulez bien informer les étudiants que chaque fois qu'il y aura du bruit, j'arrêterai, mais je ne rajouterai pas le temps, hein. Oui, professeur, ce sont des gens qui viennent à peine d'arriver, alors ils ne tirent pas Ben, vous leur attention à leur dites de micro. garder les micros fermés, sinon j'arrête. Qu'ils soient un peu disciplinés, hein.
Alors, je vous disais, oui, bon, le temps de saignement, c'est comme ça qu'on faisait. Je sais pas si on le fait toujours comme ça. Mais oui, c'est quand même un test important. On le fait très peu maintenant, hein, je peux avouer, parce que on a toutes les autres possibilités, hein. On a toutes les autres possibilités de voir le TCA, l'INR et tout, etc. Bon, c'est des choses que c'est des moyens de diagnostic beaucoup plus appropriés que de provoquer des lésions. Bon, c'est vrai qu'on prend une lancette, on pique au lobule de l'oreille, on met un petit papier coton et on compte, et puis on va dire tant de saignements, 2 minutes, ou voilà. Quand on n'a rien, ça vaut la peine de le faire. Nous avons vu l'hémostase primaire, et puis nous avons dit qu'il y a le méstase secondaire. Là, c'est le caillot rouge. Il faut donc consolider le thrombus plaquetaire grâce à la transformation d'une protéine plasmatique soluble, le fibrinogène, qui va devenir insoluble, qui va devenir la fibrine. Et là, ce sont des belles images, hein. Vous voyez là-dedans, vous avez des plaquettes, des globules rouges et tout, etc. C'est le docteur Capilla qui me rappelle, je vais lui répondre, excusez-moi, pour lui dire. Oui, docteur, c'était juste pour vous dire de demander aux étudiants de ne pas activer les micros parce que s'ils font du bruit, je m'arrête. Ben, mais qu'ils ne fassent pas du bruit, qu'ils n'activent pas les micros, hein, parce que le cours est enregistré, c'est pour permettre à tout le monde de pouvoir le suivre après. Mais s'il y a du bruit, ça ne sert à rien, moi j'arrête. Voilà, je vous en prie. OK, d'accord. Merci. Alors, la coagulation, c'est donc renforcer le caillot blanc, le caillot primaire, pour arrêter le saignement. La coagulation plasmatique, quel but? Il faut renforcer le clou plaquetaire qui est instable. Il faut former un caillot beaucoup plus solide. Juste un petit instant, je fais une petite pause de 2 minutes, le temps de boire un petit verre d'eau. Bonjour. Éteignez vos micros. Willy Chupama là-bas. Et Kabemba Kikuji, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Chupama fait. Neftali Kabemba Kikuji, éteins ton micro. Ouh là là. Tu viens m'aider, mon cher. Je ne sais pas me retrouver.
Non, attends. Là où il y a les microphones, les signes des microphones tout au début, là, appuie là-bas. Tu as vu? Voilà, on est là. Veuillez garder vos micros fermés, s'il vous plaît, hein. Donc, je disais que maintenant, on allait voir la coagulation. Donc, nous avons vu l'hémostase primaire. Maintenant, on va voir la coagulation. Comment est-ce que cette coagulation advient? Il y a une enzyme qu'on appelle la thrombine qui va transformer, donc vous vous rappelez la protéine qu'on a vue dans l'hémostase primaire qui s'appelle fibrinogène, elle va se transformer dans une autre protéine qui n'est pas soluble, qu'on appelle fibrine. Et donc ça, c'est un phénomène important. C'est le but en fait de la coagulation plasmatique. Il y a de très belles images, hein. Vous voyez ici, on va former donc, le but c'est de former des briques solides ici. Le fibrinogène va produire la fibrine et grâce au facteur de la coagulation, procoagulant, il y aura toute une cascade, fibrinogène, thrombine et puis fibrine, et on a des facteurs anticoagulants qui devront après polisser. C'est comme quand vous avez fait le bois, hein, quelqu'un coupe le bois, il va faire le meuble. Après avoir bien coupé, il va polir le meuble et puis il va mettre de la cire dessus. Ben, c'est la même chose dans l'organisme. Parce que le caillot qui est formé là, il doit être bien lisse. Alors, il faudrait après enlever l'excès de ciment qu'il y a entre les briques. La cascade de la coagulation, bon, c'est pas toujours facile à retenir, la voie intrinsèque et la voie extrinsèque. Bon, c'est une belle image, hein. On vous posera pas trop de détails dessus. La voie intrinsèque qui comprend les facteurs 12, 11, 9 et la voie extrinsèque, c'est 7, 10, 10, et puis quand vous descendez en dessous, le facteur 2, le facteur 13, et enfin, et voilà. Bon, moi, en général, je dis que c'est une des parties qui n'est pas facile. La coagulation, je peux avouer, hein, je vous avoue vraiment, même en hémato, s'il y a une partie qui est difficile, c'est la partie de la coagulation et la partie avec les compléments. Parce qu'il y a trop de cascades, il y a trop d'intermédiaires et ces intermédiaires ont des chiffres. Alors, on peut confondre facteur 8, facteur 10, facteur 9 et tout, etc. Bon, c'est pas indispensable que vous reteniez tout cela. Voici une petite expérience de coagulation. Un tube de verre siliconé ou en plastique, vous le laissez, il y aura la coagulation en plus ou moins 20 minutes. Vous prenez maintenant un tube de verre qui n'est pas euh, siliconé, et vous le mettez, vous le laissez, hein. Vous allez voir, il va coaguler en 6 minutes. Enfin, la troisième étape, quand vous y rajoutez des fragments de cellules dedans, la coagulation advient en 13 secondes. Enfin, ça, c'est pour vous montrer les tests qui servent pour expliquer le déclenchement de la coagulation, hein. C'est un phénomène qui advient rapidement, hein. Il n'est pas si lent que cela. Alors, vous voyez le déclenchement de la coagulation. Il se fait soit par contact, selon le type de surface, il est lent, soit par rapport de fragments cellulaires, il est rapide. Or, dans l'organisme, nous avons des cellules et donc il sera rapide dans les cellules. Chaque mode de déclenchement définit une voie d'activation particulière de la thrombine. Alors, vous avez
une voie lente, intrinsèque, endogène, c'est quand il y a un contact de surface. Et alors, lorsque vous avez des fragments de cellules, comme ici, la production de thrombine advient rapidement. C'est la voie exogène. Le fibrinogène va produire la fibrine. Donc, on a deux voies de la coagulation, la voie intrinsèque et la voie extrinsèque. La voie intrinsèque, elle est lente et la voie extrinsèque ou exogène, elle est rapide. Voici, c'est pour ça que je vous disais, retenir tous ces facteurs en chiffres et tout, c'est pas très indispensable. Ce qui est important, c'est vous allez voir qu'il y a deux voies et puis il y a une voie commune. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pour ça que j'aime bien cette diapo, elle est simple. Vous avez un contact de surface et ça, c'est la voie intrinsèque où interviennent les facteurs 12, 11, 9, 8. La voie intrinsèque. Vous avez la voie rapide ou extrinsèque. Ce sont les fragments cellulaires et le facteur qui intervient, c'est la voie 7. Et puis, vous avez une voie commune. La voie commune, c'est le facteur 10, le facteur 5 et le facteur 2. Et ça concourt à la formation de fibrine en passant par la thrombine qui joue un rôle là-dedans. Comment se forme la fibrine? Bon, ça, c'est pour votre curiosité scientifique, hein. On a vu que c'est d'abord le fibrinogène qui fait intervenir la thrombine, qui va produire des morceaux de fibrine. Les fibrines vont constituer des polymères intermédiaires qui vont se lier en plusieurs brins, plusieurs chaînes, on va dire. Et voilà, vous avez tout un réseau de fibrines comme ça. Bon, retenez tout simplement que de fibrinogène, on passe par la thrombine et de la thrombine, on commence à produire plusieurs chaînes de fibrine. Il existe un mécanisme de contrôle de la coagulation. Vous vous rappelez, au début, on avait vu qu'il y avait des facteurs procoagulants et des facteurs anticoagulants. Les facteurs procoagulants vont stimuler la thrombine. Les facteurs anticoagulants vont avoir un rôle contre la formation de fibrine. C'est entre autres les protéines C et les protéines S. Donc, c'est pour ça qu'il y a un équilibre. Il y a ceux qui activent et ceux qui ralentissent. Après, lorsqu'on a formé le deuxième caillot, le caillot rouge, mais il n'est pas lisse. Il faut le raboter. Et pour le raboter, fermez votre micro, s'il vous plaît. Pour le raboter, on recourt à ce qu'on appelle la fibrinolyse. La fibrinolyse, c'est que il ne faut pas que le caillot soit trop important. Pourquoi? Parce qu'on a vu que quand le caillot est très important, il risque de faire une protrusion à l'intérieur du vaisseau et ça va altérer la rhéologie sanguine. Les cellules ne vont pas bien circuler, vont se buter contre des obstacles. Et la présence des obstacles dans le torrent sanguin va favoriser la formation de caillots qu'on appelle thrombus. Et ce thrombus, quand ils ne sont pas solides, ils peuvent se détacher. C'est ce qu'on appelle embolie, embole. Donc, la fibrinolyse, le but, c'est de limiter le caillot, que le caillot ne soit pas exagéré. Et donc, quand on a formé la fibrine, il y a une autre protéine qui s'appelle plasmine, qui vient dégrader la fibrine, qui vient donc là, on va dire,
qui fait exploser, c'est une belle image, hein, qui fait exploser donc cet excès de briques hein, qui sont soudées entre elles hein, et qui font une protrusion à l'intérieur et à l'extérieur du vaisseau et qui les fait dégrader, qui les détruit, qui les sépare. Et nous, on sait que ça marche, on peut étudier indirectement l'impact de la dégradation de la fibrine par ce qu'on appelle les D-dimères, les facteurs de dégradation de la fibrine. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, ça, on saute ça. Hein, c'est un peu plus pour les biologistes, c'est l'approche technique pour étudier le temps, etc. Alors, il faut étudier l'hémostase. Pourquoi? Quels sont prélèvements? Quels tests? Nous avons déjà vu. Je vous les ai déjà donné tout ça. Maintenant, c'est une révision rapide. Dans quelles circonstances est-ce qu'on a besoin d'étudier l'hémostase? Systématiquement, en général, avant une opération. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas quand vous allez couper si le malade va continuer à saigner ou pas. Lorsque l'individu a dans son histoire familiale un problème de saignement, un problème d'hémorragie, il faut étudier l'hémostase. Lorsque quelqu'un, il est traité, il a des médicaments qu'on appelle les anticoagulants ou les AVK, antivitamine K, il faut étudier l'hémostase. Ou encore, lorsqu'il y a des maladies qui peuvent provoquer des troubles de l'hémostase, lorsque la numération des plaquettes elle est réduite, lorsque je suis devant un cas d'insuffisance hépatique, lorsqu'il y a une carence de vitamine K, lorsqu'il y a des anticoagulants circulants, etc. La première étape fondamentale, c'est le prélèvement de sang. Quand? À jeun. Éviter les matières grasses, le café qui vont perturber le test. Ça, c'est des choses pratiques, simples, que je vous conseille de voir. Pardon. Ou vous prenez le sang veineux au pli du coude ou sur le cathéter. Avec quoi? Dans un tube qui contient un anticoagulant. Quel coagulant? Citrate, pas EDTA. C'est un petit détail, hein? Question d'examen. Quand je veux faire la coagulation, l'étude, quel est le tube que je vais utiliser? Si vous me dites le tube EDTA, vous avez raté. Il faut me dire un tube citraté. C'est sûr, citrate. C'est pour cela qu'on fait deux prélèvements. On va faire un prélèvement sur EDTA qui va nous permettre de faire la numération en formule sanguine habituelle, mais on va faire un tube sur citrate pour à la fois faire une bonne numération des plaquettes, mais également pour étudier l'hémostase. Les tests de coagulation sont réalisés sur le plasma, donc vous prélevez, vous avez le sang total, on va centrifuger, on va faire les tests sur le plasma. Mais les tests de la coagulation, comme les facteurs de von Willebrand, les facteurs 8, facteur 9 responsables de l'hémophilie, il faut les tester en ayant les 2 heures du prélèvement. Vous comprenez pourquoi on a difficile à faire le diagnostic de l'hémophilie dans notre milieu? Parce que nous n'avons qu'un seul appareil. Je vous raconte une histoire. On a dû déplacer cet appareil dans la province du Lomami jusqu'à Cabinda parce qu'on nous avait dit qu'il y avait des cas de patients qui saignaient, qui présentaient donc une diathèse hémorragique. On a dû déplacer l'appareil dans des conditions qui ne sont pas faciles. La route n'est pas bonne et tout, etc. Parce que lorsqu'on fait les prélèvements pour l'étude de la coagulation, il faut tester ces protéines de la coagulation en ayant les 2 heures du prélèvement. Quel test allez-vous demander pour étudier la coagulation? Il faut vous rappeler la voie intrinsèque, extrinsèque, la voie commune, fibrinolyse. Alors, les principaux tests d'exploration, c'est la TCA, temps de céphaline avec activateur qu'on appelle TCA,
la TCA va vous explorer cette partie-ci. Le temps de prothrombine, le temps de quick, va vous explorer la partie extrinsèque. Et puis, vous faites le dosage de fibrinogène, ça se fait chez nous aussi, et le temps de thrombine, que nous ne faisons pas nécessairement. Pour une bonne interprétation clinique, les tests sont réalisés en parallèle. Vous faites la TCA, TP et le fibrinogène. Ce sont les 3 tests que vous pouvez faire chez nous aussi avec un appareil qu'on appelle le STAT-GO. Le STAT-GO, vous pouvez aller le voir à la clinique de la MIBA. Vous cherchez Papa David, il va vous montrer comment fonctionne cet appareil-là. Il est simple. Le TP ou le temps de quick, bon, je vous épargne la technique, mais au moins, vous retenez que c'est le temps nécessaire pour que le plasma coagule. Alors, quelles sont les valeurs? Le temps de prothrombine converti en quick à l'aide d'une courbe d'étalonnage. Et on va vous dire que le temps de quick, il est inférieur il ne doit pas être prolongé, il est inférieur à 1 minute et des, etc. Alors, on fait aussi ce qu'on appelle l'INR. L'INR, il faut utiliser un témoin. C'est le temps de prothrombine d'un témoin qui est bien important avec celui du patient. Et l'INR, les valeurs en général sont autour de 1. Mais quand on prend des anticoagulants, on vise à ce que, par exemple, l'INR soit autour de 2 ou 3. Ça permet de dire que le sang ne va pas coaguler facilement. Et voilà, et c'est l'INR en tout cas, c'est une des approches les plus fréquentes. Alors moi, ce qui m'étonne un peu dans notre milieu en Bujumbura, on demande rarement cet examen. Pourtant, les patients, bon, je vous donne l'exemple des patients qui ont des problèmes de cœur, qui sont sous les anticoagulation et tout, ils doivent contrôler leur INR, les patients qui prennent l'aspirine junior et tout. Or, nous avons beaucoup de patients AVC, patients avec coronaropathie, patients avec des troubles de la coagulation, patients avec des problèmes de foie et tout, etc. Mais rarement, quand je demande à Papa David, il y a des médecins qui demandent l'INR. L'INR, il y a d'ailleurs même des petits appareils un peu spéciaux qui vous permettent de ne donner que directement l'INR. C'est le temps de prothrombine du patient sur le temps de prothrombine d'un témoin. Et ça vous permet de savoir si votre patient, il est bien coagulé ou pas. Après la TCA, c'est aussi un des examens que l'on fait, par exemple, pour étudier l'hémophilie A et B. On ne fait pas tous les examens en une fois parce que faire les facteurs, ça coûte cher. Alors, on fait d'abord un examen simple, c'est la TCA. Si la TCA n'est pas normale, elle est altérée, à ce moment-là, alors, on fait le test des facteurs. Ça permet d'économiser les réactifs, hein, parce que doser les facteurs, ça coûte quand même cher. Voilà, le temps de thrombine, bon, ça va, c'est une chose qu'il faut faire. Ça vous permet aussi d'étudier s'il y a un cas de fibrinogène qui a diminué ou pas, ou bien s'il y a des inhibiteurs de la thrombine et qui font que le temps de thrombine est allongé. Voilà. Donc, avec ça, vous savez comment interpréter les examens d'orientation et prescrire les examens nécessaires à la confirmation du diagnostic. C'est juste une synthèse pour vous montrer les voies intrinsèques,
extrinsèques, communes et les diagnostics qu'il faut faire. Ah oui, ça c'est bien. En général, ça vous montre que le TCA il est normal à gauche là, quand ces facteurs-là sont bien présents. Le temps de prothrombine est abaissé quand ce sont les facteurs à gauche là et les autres. Donc, vous voyez une voie, il y a une voie qui regroupe les deux, une voie intermédiaire. Et c'est pour cela qu'il faut compléter tous les tests comme je vous ai montré. Quand vous avez la TCA allongée, on cherche les facteurs 8 et facteurs 9 qui sont ici pour faire le diagnostic de l'hémophilie. Voilà. Bon, les facteurs 11, facteurs 12, bon, ça, en tout cas, nous, on les recherche pas. Ce que nous recherchons, nous, ce sont ces deux facteurs-ci. TCA allongé, on fait ces facteurs et on va voir si ils sont déficients. À ce moment-là, on trouve, on fait le diagnostic de l'hémostase ou pas. Donc, en conclusion, l'hémostase, c'est l'ensemble des phénomènes physiologiques qui est destiné à arrêter le saignement au niveau d'une brèche vasculaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je rentre sur mes diapos, sur Avez-vous des questions? Oui, professeur, on a très bien suivi sur le CP de D3. On n'a pas vraiment de questions sur C. C'était très intéressant. Voilà, donc ça va rester sur le site. Vous avez la possibilité de revoir les cours sur le site. Et sur le site, comme vous êtes les D3, on Oui, a remis aussi les diapos du cours d'oncohématologie, entre autres de la voilà. drépanocytose. Vous allez donc Mhm, avoir le matériel didactique sur le site mhm, et vous pouvez les parcourir tranquillement pour mhm. maîtriser les différentes notions et tout, etc. Après, Ah j'ai oui, vu d'accord, que le merci. D3, ce que je Mhm. vais vous donner, je ne sais pas l'horaire si c'est demain. Demain, oui, demain, je suis libre, mais jusqu'à 9h30 de Kinshasa, mais l'après-midi, oui, je vais regarder l'horaire que l'appariteur m'a envoyé. Ce que je pourrais faire demain, parce que j'ai vu que le D3, c'est maintenant que je vois que vous n'avez pas eu la PIP, ou bien vous l'avez eu à le professeur Mutombo. La pipe, oui, on avait eu avec le prof Mutombo depuis 2-2 et c'était déjà fini de notre côté. Donc D3 aussi, donc c'est OK. D3 aussi, c'est OK depuis. En fait, qu'est-ce qui vous manque? Non, là, je crois que c'est tout ce qui nous restait. C'est la fin, à moins que vous ayez quelque chose de plus à nous proposer. Chez nous Non, non, encore quoi? Allô? pardon? Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Chez nous, on n'a pas encore vu l'oncologie. L'oncologie, on avait vu en partie. Vous êtes Master, quoi? Master D. M2. Oui, Donc, oui. alors, ce qui fait que je considère que D3, pratiquement, on a fini. Oui. Oui, C'est M2 qui doit avoir l'oncologie. Et aussi la oui. génétique. Et aussi la Comment? La génétique. génétique, vous n'étiez pas là? Bon, On avait fait ensemble ça. on n'a pas tout La, Parce ça. que, Non, on la n'a pas. géné- la- la génétique, on avait fait ensemble avec hématologie. Ah, ok. Je Ouais, comprends. et ouais. les M2 n'étaient pas là? Ils étaient là, il a juste de confusion, le CPC. C'est lui qui a Ben oui, approuvé là. il Hmm, était là, justement. C'est pour ça que j'ai dit, mais j'ai donné ce cours-là. hmm. Ouais, je viens de me rappeler, cher professeur. Bon. Et il faut vous rappeler bien des choses. Donc, vous me dites que l'onco, vous n'avez pas tout vu. Ce qu'on va Oui, faire, oui. demain, Ouais. je vais voir les horaires, donc c'est avec vous. D3, D'accord. D3, vous avez eu les cours avec le professeur Kabulo, professeur Mutombo et avec moi, donc je considère qu'on a terminé tous les cours. Pour les TP, Oui,
Pour les TP Oui, que vous avez fait, c'était bien. C'était oui, des TP, je veux dire que le dernier TP que vous avez fait, c'était sur l'enquête qui a été bien faite pour la plupart. Donc, nécessairement, oui. tout le monde a des points. C'est des points, comme c'est un travail de groupe, Oui, je vais vous dire au docteur Capilla les points que le groupe aura. C'était bien fait. C'est entre 7 et 8 sur d'accord. 10. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, je ne sais pas si le TP de l'arbre généalogique que vous avez fait avec les assistants, comment ça a été. Mais avec moi, le TP des enquêtes que j'ai compilé, on a vérifié, c'était bien fait. C'est bien. Oui, d'accord, merci, professeur. Nous attendons notre cotation et là, comme on n'a encore rien, ça va beaucoup plus nous aider. Et pour les liens, nous préférions que vous puissiez nous envoyer quand on sera prêt en train de préparer l'examen. Comme ça, on le fait directement. Parce que si vous envoyez maintenant là, ça peut expirer après un mois, comme vous l'aviez dit, ça va nous préjudicier. Ah oui, mais les liens, ce sont les cours. Hein. Les cours, vous savez, quand on étudie, on prend note. Hein. Vous avez toute la Oui. latitude de revoir vos cours, de prendre des notes et Mhm. de retenir les choses essentielles. Hein. On ne peut pas Ah oui. garder tout ça sur les sites pendant plusieurs mois parce que on a d'autres choses Mhm. à mettre sur le site et puis parce qu'on paye, hein, ça coûte hein, aussi. Et Ah donc, oui. vous devez faire un effort. Donc, vous avez la possibilité de revoir le matériel, de Mhm. réécouter les leçons. Il n'y a rien de mieux Mhm. que cela. Hein. Ah oui. Ça va, merci beaucoup. Pour l'instant, on attendra ne fût-ce que la cotation pour le TP, là, comme ça peut Oui, nous être très utile. Oui. ça va très bien. Donc, demain, M2. Ah non, demain, Mhm. je pense que j'ai les Professeur, M1 s'il vous plaît. aussi. Oui, allez-y. Oui. Professeur, s'il vous plaît. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Oui, je suis Willy Ilunga, étudiant de D3. Alors, oui, je voulais quand même vous demander par rapport à la partie des génétiques. La génétique, on devait voir en principe ces modules, je crois, l'année passée, mais nous n'avions pas vu cela. Alors, on croyait que vous devriez nous récupérer avec ces modules cette année, mais jusque-là, nous n'avions pas vu ces modules. Mais vous étiez absent? Votre Il est, CP3, il est je là en suis, ligne? Demandez-lui s'ils n'ont je pas eu suis, le cours de génétique. Vous je étiez suis là. absent. Comprenez, professeur, comme ça, le cours est censé finir. On pourra parler à côté parce que là, tous les étudiants sont là et il y en a qui Mais viennent bien sûr. d'arriver, ils vont toujours poser des questions pour comprendre. OK, ça va. Très bien. Merci, Allez, merci, merci bien. Bonne soirée. Alors, merci beaucoup, professeur, pareillement. Oui, demain, ça sera pour oui, quelle heure? Demain, ça sera pardon, pour quelle heure? pardon. On va continuer avec l'oncologie à quelle heure? Pas aujourd'hui, hein. J'avais dit qu'aujourd'hui, j'ai arrêté. Demain, Euh, c'est demain. Demain, ça va. m Demain à deux. quelle heure? Vous voyez cela avec le docteur Capila. Parce que je ne sais D'accord. pas avoir plusieurs intermédiaires. Hein. C'est le docteur Capila avec qui j'organise les Oui, cours. professeur, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Je sais que en D3, il n'y a plus de matière à donner. Peut-être OK. les absents qui réclament là, on peut peut-être reprendre demain Non. soir ensemble avec M2, si possible la génétique. Mais demain Quand vous voulez matin, le faire. nous aurons, on va continuer avec M1. OK. Demain, c'est M1. Parfait. C'est M1 mieux le pour vous. matin, Oui. oui, c'est ça. Ok. Parfait. D3, en tout Allez. cas, il n'y a plus de matière. R3. D'accord. D3, il n'y a plus de matière. Demain, c'est ME, M1. Et M1, oui, puis, oui. voilà. Très bien. On Bon, continue au avec moins, M1. peut-être c'est de M2 qui réclame, on peut reprendre de génétique d'une façon un peu synthétisée les après-midi de demain et on élimine M2 et D3 avec génétique On a demain la après-midi et on gynécologie va demain. continuer seulement avec M1, OK. Ouais, ouais. D'accord. l'oncologie, hein, c'est ça. Merci Merci, beaucoup, professeur. docteur. Allez, Ok, merci. à Ça demain. va. Merci, Au revoir. professeur. Ok. Merci. Je vous en Ok. prie.
Ai biko sana non. S'il vous plaît, professeur. Yeah. Maurice, Ouais. Allô? apparemment, on n'avait pas songé à C'est bien, oui. à nous. On avait aussi participé à ces trucs-là, des enquêtes. Hein, je ne vois pas là où on parle pour nos côtes à nous. Cherche seulement. Ouais, chef, bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. Vous allez bien? Yeah. Oui, nous allons très bien, merci, chef. Seulement vous. Non, je vais aussi très bien. À propos des côtes, comme je venais un peu de le dire, je n'ai vu personne parler pour notre cas. J'ai entendu Non, non, on qu'on va avait donner les clés deux, de D3. trois. On avait fait ensemble. Donc, on va envoyer pour tout le monde. Oui, on va envoyer pour toutes les deux promotions. D'accord, chef. C'est ce que je voulais savoir. Merci. D'accord, merci. Est-ce que tu as des questions comme ça? Qui a une Isaac, question? J'avais une moi j'ai question. une question. Ouais, Oui, j'ai une laquelle? question. Ah. Comment va ta copine? Ah, mon cher Wang.